Vous avez tous probablement vu passer cette vidéo. Today marks the beginning of the end of an era of medical dogma. C'est la vidéo des autorités sanitaires américaines. Qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo? On voit la pyramide nutritionnelle inversée, à l'envers. Cette pyramide, en fait, on la connaît tous. On l'a vue à l'école, dans les manuels, dans les salles d'attente des médecins. Et pendant des dizaines d'années, c'était la référence absolue. Et là, on change tout. It's upside down, a lot of people say. But it was actually upside down before, and we just righted it. On va utiliser cette annonce comme un point de départ et on va essayer de mieux comprendre. Comprendre comment sont élaborées ces recommandations nutritionnelles modernes. Pourquoi la première pyramide a été élaborée comme elle l'a été? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et ensuite seulement, on analysera ce nouveau modèle. Alors, on va revenir au début pour essayer de mieux comprendre. Avant d'entrer dans l'histoire, il y a un point à avoir en tête. Quand un État publie des recommandations alimentaires, ça n'est pas fait pour une personne en particulier, c'est fait pour des millions de gens en même temps. Mais pas seulement. Il faut aussi tenir compte de la réalité économique, de ce qu'on peut produire à grande échelle, de ce qui reste accessible au plus grand nombre. À cette échelle, on ne cherche pas la solution idéale pour chaque individu, on cherche un compromis qui tienne pour l'ensemble d'une population. Et pour comprendre comment ces recommandations ont émergé, il faut revenir à un moment précis. Une date, 1977. À l'époque, les États-Unis, c'est pas du tout le même décor qu'aujourd'hui. L'obésité n'est pas encore le sujet numéro 1. Ce qui inquiète surtout, ce sont les maladies cardiovasculaires. The president had been stricken by the greatest man killer, heart disease. Nearly 1 million of us this year will die. Heart disease is an epidemic. Dans les hôpitaux, quand on fait des autopsies de personnes mortes de maladies cardiovasculaires, les médecins ouvrent les artères. Et ce qu'ils voient sont des plaques, des dépôts riches en lipides. En clair, quelque chose de gras. Et ça vient renforcer une hypothèse déjà très courante. Les graisses saturées et le cholestérol jouent un rôle majeur dans le risque cardiovasculaire. Scientists now have conclusive proof that lowering the amount of cholesterol or fat that we eat can significantly reduce the chance of heart attack. Cholesterol is now thought to be a danger for everyone. Avec le recul, on sait que c'est un raccourci. Mais à ce moment-là, franchement, ce n'est pas absurde. On observe un résultat final et on cherche une explication. Et la décision prudente, c'est on réduit le gras alimentaire. On met donc en place une commission pilotée par le sénateur George McGovern. L'idée sur le papier, elle est simple. Améliorer la santé nutritionnelle des Américains à l'échelle d'un pays entier. Sauf qu'évidemment, en vrai, c'est beaucoup plus compliqué. In my report, and we'll plead again orally here for more research on the problem before we make announcements to the American public. Well, I would only argue that senators don't have the luxury that a research scientist does of waiting until every last shred of evidence is in. Et puis une autre question arrive très vite. Comment faire passer ce message au grand public? Parce que la nutrition expliquée avec des textes et des graphiques, ça ne touche pas grand monde. L'USDA, le département de l'agriculture américain, se met au travail. Et après des années de réflexion, de tests, et il faut bien le dire, de pression politique, l'idée prend forme. En 1992, un modèle voit le jour. Il va s'imposer bien au-delà des États-Unis, au point de devenir pendant des décennies l'image de référence en nutrition, la pyramide alimentaire. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la pyramide alimentaire telle qu'elle a été présentée au début des années 90. L'idée est très simple, plus un aliment est placé bas dans la pyramide, plus on est censé en consommer souvent et en grande quantité. À l'inverse, plus on monte, plus les aliments sont censés être limités. Tout en bas, à la base de la pyramide, on retrouve les féculents, le pain, le riz, les pâtes, les céréales, les pommes de terre. C'est clairement présenté comme le socle de l'alimentation quotidienne. Ce sont ces aliments qui doivent fournir l'essentiel de l'énergie. Juste au-dessus, on trouve les fruits et les légumes, à consommer tous les jours en quantité pour les fibres, les vitamines et les minéraux. On monte encore d'un étage et là on arrive sur les protéines, la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers. Ces aliments sont importants, mais
ils sont déjà présentés comme secondaires par rapport aux féculents. On n'est pas encore dans l'idée de priorité aux protéines. Tout en haut de la pyramide, on retrouve les matières grasses, le beurre, les huiles, les produits riches en lipides, à consommer avec modération, voire avec méfiance. Quand on regarde cette pyramide, tout est hiérarchisé visuellement. Ce qui est en bas est rassurant, ce qui est en haut devient suspect. Et c'est justement ça qui fait sa force. En un coup d'œil, sans lire une seule ligne, on comprend ce qu'il faut manger, beaucoup, et ce qu'il faut limiter. Quand on regarde cette pyramide, il faut le dire, pour l'époque, c'est une très bonne idée. Le problème n'est pas la pyramide en elle-même, c'est ce qu'on lui demande de faire. Parce qu'une pyramide propose un modèle unique, un seul schéma, censé s'appliquer à tout le monde, à un enfant, à un adulte, à quelqu'un de très actif, à quelqu'un de sédentaire, à quelqu'un qui va bien, comme à quelqu'un qui commence à avoir des problèmes de santé, de surpoids par exemple. La pyramide ne fait pas ces distinctions, elle donne une direction générale. Et à force d'être répétée, affichée partout, enseignée dès l'enfance, cette direction générale finit par être prise comme une vérité. Des phrases qu'on n'interroge même plus. Le sucre, c'est de l'énergie. Les féculents sont indispensables à chaque repas. Le gras, par définition, il faut s'en méfier. Et à partir du moment où une idée n'est plus questionnée, on ne parle plus de recommandations, on parle de dogme. We're on to something big here, and it affects all of you. It's the food pyramid, which turns out is a pyramid scheme. The average American now carries 23 extra pounds. Heart disease and stroke will claim the lives of 460,000 American women. Prostate cancer is now the most common cancer in American men. Diabetes. Life-threatening diabetes. Face à ces constats, il devient difficile de faire comme si de rien n'était. Les chiffres sont là et le modèle commence à montrer ses limites. Explosion du surpoids, de l'obésité, augmentation massive du prédiabète, du diabète de type 2. Alors en 2011, les autorités américaines tentent quelque chose. La pyramide alimentaire disparaît. Elle est remplacée par un nouveau visuel, My Plate. On Thursday, the government ditched its 2-decade-old pyramid model for healthy eating and replaced it with a completely new design. It's called the My Plate, and it's been in the works for 2 years. The new circular model aims to show that healthy eating doesn't have to be complicated. Une assiette divisée en parts. La moitié pour les fruits et les légumes, une part pour les protéines, une part pour les céréales et un produit laitier à côté. Ce qui compte, ça n'est pas seulement quoi manger, mais comment construire un repas. On met davantage l'accent sur les proportions, sur l'équilibre visuel, sur quelque chose que les gens peuvent réellement appliquer chez eux. Et si vous avez l'impression d'avoir déjà entendu ce discours, c'est normal. En France aussi, on a vu apparaître exactement les mêmes messages. Comment composer son assiette, l'assiette idéale, la moitié de légumes, un quart de protéines et un quart de féculents. Mais My Plate reste une correction partielle, parce que derrière le nouveau visuel, beaucoup d'anciennes logiques restent en place. Et surtout, le contexte, lui, a continué de changer. Les aliments sont de plus en plus transformés, les portions plus grandes, les calories plus faciles à consommer. Et dans le même temps, on bouge de moins en moins. Des journées entières assis, des écrans partout, des repas livrés en quelques clics. Un mode de vie beaucoup plus sédentaire, pour lesquels ces modèles n'ont jamais été pensés. Et sur le terrain, de plus en plus de praticiens observent un décalage entre ce que disent les recommandations et ce qu'ils voient chez leurs patients. Des gens qui mangent comme il faut, qui suivent les règles et qui pourtant ne vont pas mieux. Forcément, certains se mettent à chercher par eux-mêmes. Ils testent, ils observent, ils comparent. Le biohacking devient une tendance. Les capteurs de glucose se démocratisent. Sur les réseaux sociaux, on parle de glycémie, d'insuline, de satiété. Certains vont plus loin. Ils font leurs propres mesures. Ils regardent leurs chiffres. Ils voient comment leur corps réagit vraiment. Et souvent, ce qu'ils observent ne colle pas avec le discours officiel. Un décalage s'installe entre les recommandations et l'expérience réelle. Et quand ce décalage devient trop visible, le cadre finit toujours par être remis en question. Au fil des années, les maladies chroniques ont continué de progresser. Et avec elles, une autre réalité s'est imposée, le coût du système de santé. Parce que des maladies chroniques, ça n'est pas un épisode. C'est une succession de consultations, de bilans réguliers, de traitements au long cours, parfois à vie. Des complications, des hospitalisations et une facture qui monte année après année. Et au final, pour un État, c'est un sujet de santé, mais aussi un sujet d'équilibre économique. Et c'est dans ce contexte qu'une nouvelle annonce arrive, beaucoup plus radicale.
Today marks the beginning of the end of an era of medical dogma. The most significant reset of federal nutrition policy in history. Today, the Trump administration unveiled a new food pyramid, and it's inverted. Ok, maintenant qu'est-ce qui change? Avant de tirer les conclusions et de vous dire ce que j'en pense, on va d'abord regarder ce qui a été annoncé. La protéine n'est plus un aliment secondaire, elle devient un pilier. Dans les anciens modèles, on tournait plutôt autour du minimum physiologique. En pratique, on était proche de 0,8 g de protéines par kilo et par jour. Là, pour un adulte qui consomme environ 2000 calories, on parle désormais de 2 à 4 portions d'aliments protéinés par jour. Cela correspond plutôt à 1,2 à 1,6 grammes par kilo et par jour de protéines. Et quand on dit une portion, ça veut dire concrètement environ 85 grammes de viande, poisson ou volaille, ou un œuf, ou une demi-tasse de légumineuses, ou 30 grammes de noix ou graines. Mis bout à bout, à ce niveau d'apport, l'impact sur la satiété, la masse musculaire et la régulation de l'appétit est direct. Sucre, les seuils enfin chiffrés. Pendant longtemps, les recommandations restaient vagues. On disait limiter le sucre, sans vraiment préciser où il se cache, ni à partir de quand ça devient un problème. Là, le discours devient beaucoup plus précis. D'abord, on distingue clairement les sucres naturellement présents dans les aliments entiers et les sucres ajoutés. Et pour la première fois, on met des seuils chiffrés. Les produits céréaliers, par exemple, 5 grammes de sucre ajouté maximum par portion. Pour les produits laitiers, 2,5 grammes de sucre ajouté maximum. Pour les fruits, les légumes et sources de protéines, 1 gramme ou moins d'1 gramme. Et le sucre n'est plus traité uniquement comme une source d'énergie. On parle aussi de l'amidon, des féculents, des sucres cachés dans les produits transformés et de tout ce qui entretient l'habitude du goût sucré. Aliments ultra transformés, la ligne rouge. Avant, on en parlait à demi-mot, sans jamais vraiment les désigner comme un problème central. Là, le ton est beaucoup plus clair. Le modèle proposé repose sur des aliments peu transformés, riches en nutriments et pauvres en sucre ajouté, en graisses industrielles et en additifs. Concrètement, qu'est-ce qu'un produit ultra transformé? Sucre ajouté, amidon modifié, huile industrielle, arômes émulsifiants, édulcorants. Typiquement, les céréales du petit déjeuner, très sucrées, les plats préparés, les biscuits, les snacks, les boissons sucrées ou les boissons light. L'alcool n'est plus neutre sur le plan nutritionnel. C'est probablement le point le plus en rupture avec ce qu'on a entendu pendant des décennies. Pendant des années, le message était flou. On disait avec modération. Parfois, on le présentait même comme potentiellement bénéfique. Là, l'alcool n'est plus intégré au modèle alimentaire. Les documents sont clairs, l'alcool n'apporte aucun bénéfice nutritionnel essentiel. En revanche, même à faible dose, il apporte des calories, perturbe la régulation de l'appétit et a un impact direct sur le métabolisme. Les lipides, la qualité avant la quantité. Un autre point important concerne les lipides. Pendant longtemps, les recommandations cherchaient surtout à réduire le gras. Point. Dans ce nouveau modèle, le message change. Ça n'est pas seulement la quantité, c'est la qualité. Exemple, prenons une vinaigrette à l'huile d'olive. L'huile peut être correcte, mais si derrière, on a une recette industrielle avec des épaississants, des émulsifiants, des arômes, parfois du sucre ou de l'amidon, le produit reste ultra transformé. Ce qui est bien, si on prend du recul, il y a là plusieurs avancées réelles dans ce nouveau modèle. D'abord, on remet la satiété au centre, avec plus de protéines, moins de sucre ajouté, moins d'aliments ultra transformés. On sort enfin d'un modèle qui entretenait la faim permanente. Il met aussi l'accent sur la qualité des aliments et pas seulement sur les calories. On ne parle plus uniquement de combien, mais de quoi. Le fait de poser des seuils chiffrés pour les sucres ajoutés, d'exclure une grande partie des produits ultra transformés et de dévaloriser clairement l'alcool, tout ça va dans le bon sens. Et le sens de ce qui montrent aujourd'hui les données scientifiques. Même s'il va dans le bon sens, ce nouveau modèle a ses limites. La première limite, c'est que ça reste un modèle unique. Une pyramide, même inversée, s'adresse toujours à tout le monde en même temps. La deuxième limite, ça donne peut-être une direction, mais peu de repères vraiment pratiques et personnalisés. On sait quoi favoriser, on sait quoi limiter, mais on ne sait pas toujours comment l'adapter à son quotidien, à son activité, à son métabolisme. Sur le papier, ce nouveau modèle va clairement dans le bon sens. Mais vous vous doutez bien d'une chose, les recommandations peuvent changer, elles peuvent évoluer. L'industrie, elle, ne change pas du jour au lendemain. Parce que l'on l'a déjà vu, à chaque changement de recommandation, tout l'écosystème s'adapte. On change les étiquettes, on change les slogans, on change les discours. Avant, c'était sans gras, ensuite, c'est sans sucre, et demain, ce sera riche en protéines. Parce qu'en médecine, les recommandations changent, vous savez. Les certitudes se révisent.
Et souvenez-vous d'une chose, les évidences d'aujourd'hui sont parfois les dogmes de demain.